ce choix d'aider pour la réussite de Léa Rivka Bat Sarah. On va parler un peu de cache-route en France. Il y a 3 problèmes majeurs dans la cache-route en France qui concernent les Sfaradim. Il faut comprendre que en France, après la Seconde Guerre mondiale, au niveau thoraïque, il n'y avait presque rien. C'était vraiment, à part Rav Chaikin à Aix-les-Bains, qui a monté la yeshiva en quittant les camps de travail nazis, il n'y avait presque rien au niveau juif. Les premiers qui sont venus, qui ont commencé à amener un peu de judaïsme dans les villes, c'était des élèves qui ont étudié dans des yeshivot ashkénazes, à Gateshead, à Sunderland, etc. Il n'y avait pas du monde sfarad. Et jusqu'à 20 ans, on peut dire, les grands rabbins, tous les grands rabbins qui avaient, que par les grands rabbins, les Tamei Chachamim, les sages d'Israël qui avaient en France, étaient des rabbanim ashkénazim. C'est pour cela que la France était très empreinte des lois ashkénazes. Donc, il faut savoir que nous, on est sfarad. Et d'habitude, les sfaradim sont plus laxistes dans l'halakha que les ashkénazim, mais il y a des points où ils sont plus sévères que les ashkénazim, notamment dans la cache-route à 3 niveaux. Et vu que les rabbanim ashkénazes ont donné leur empreinte, et jusqu'à aujourd'hui, si je ne me trompe pas, toutes les cache-rouillottes, tous les théoudas, tous les tampons de cacher qu'il y a, organismes de cache-route qu'il y a en France, sont ashkénazes. Donc très souvent, ils peuvent donner un tampon ashkénaz, un tampon cachère pour quelque chose qui est caché pour un ashkénaz, mais pas pour un sfarad. Vous me direz, on est tous le même peuple. Oui, mais on n'a pas tous les mêmes âmes. C'est un peu différent au niveau de la... Il y a 12 portails, il y a 12 sortes de grappes d'âmes, et donc la halakha est différente pour les sfaradim et ashkénazim. Quels sont ces 3 points? Premier point, Bishul Goïm. Je vais dire en cours, après je reprendrai en plus profond. Bishul Goïm, on n'a pas le droit de manger un plat cachère s'il est cuisiné par un non-juif, si ce plat ne peut pas être mangé cru. S'il peut être mangé cru, bien qu'il ait été cuit par un non-juif, il est cachère. Par exemple, un non-juif me fait maintenant des tomates cuites. Vu que je peux manger des tomates cuites ou des carottes cuites, d'accord, il n'y a pas de problème. Il me fait des patates défrites, ça ne va pas, parce qu'on ne mange pas les patates crues. Même s'il y a quelques fous qui le mangent, ils ne sont pas pris en considération. On prend en considération la majorité du peuple. D'accord, quelqu'un me fait maintenant une omelette, bien qu'il y ait des gens qui boivent, qui avalent un œuf cru, ça ne se fait pas. La majorité ne le font pas. Donc tout ce qui ne peut pas être mangé cru, s'il est cuit par un non-juif, bien que c'est strictement cachère au niveau des ingrédients, c'est complètement pas cachère. Donc, maintenant, il y a une autorisation ashkénaze qui n'est pas valable pour les sfaradim. Que si le feu est allumé par un juif, bien que le plat ait été cuisiné par un non-juif, il est cachère. C'est valable pour les ashkénazim, c'est pas valable pour les sfaradim. Shulchan Aruch, il interdit cela. Hélas, dans l'hyper-majorité, si totalité des restaurants cachères, super cachères français, ils vont utiliser l'argument ashkénaze, disant que c'est permis, alors que pour nous c'est interdit. Il est vrai qu'Avad Yosef a donné une autorisation si on n'a pas le choix, en cas de grande nécessité, en cas de nécessité, d'accord, en grande nécessité, d'accord, il dit que si jamais on se trouve dans le non-juif qui cuisine se trouve dans une cuisine qui appartient aux juifs. Alors, j'explique encore un peu mieux. Pourquoi c'est interdit? Il y a 2 raisons qui étaient évoquées. Une, on a peur qu'ils mettent un ingrédient non cachère dans la nourriture. 2, on va s'habituer à manger des plats que les non-juifs ont fait. Pour finir, on va aller chez eux, il va venir chez nous, il va voir notre fille, on va voir sa fille, elle est blonde, elle a les yeux bleus, etc. Et on finit avec 80% d'assimilation, ce qui c'est le cas déjà, hélas, en France notamment. Alors, pour éviter cela, donc, interdiction de manger de leurs plats. D'après la raison qui dit que si on a peur qu'il y ait quelque chose de non cachère dans le plat, s'il a peur que le propriétaire de la cuisine rentre à tout moment et voit « Ah, qu'est-ce que tu as mis là-dedans ?» alors cette loi, cette peur, elle n'a plus lieu d'être. Alors il y a un doute. Il y a aussi maintenant un doute si cette autorisation des ashkénazim d'allumer le feu, elle est valable ou pas. Pour les ashkénazim, c'est valable, pour les sfaradim, c'est pas valable. Mais quand on a les 2 doutes qui sont ensemble, c'est-à-dire que si j'ai une cuisine maintenant dans un restaurant où vient le chômer et Motzei Shabbat, il allume le feu avec une veilleuse le feu va rester allumé durant toute la semaine. À partir de ce feu, le non-juif cuisine. Vu qu'il y a maintenant aussi, cette cuisine appartient à un juif qui peut rentrer et sortir sans cesse, si on a ces 2 conditions, et c'est nécessaire, on ne peut pas faire autrement, alors il y a un avis sur lequel compter, l'avis de Rav Yosef qui autorise cela. Rabbi Shimon Abba Shaul lui interdit, il dit que ce n'est pas valable, parce que Maran, le Shulchan Aruch l'a interdit, on ne peut pas autoriser une chose que le Shulchan Aruch a interdit.
Donc c'est un problème. Qu'est-ce qu'on doit faire quand on veut manger vraiment cachère bien? C'est pas compliqué. Ça m'est arrivé des fois dans ma vie, pas beaucoup, mais c'est quand même arrivé d'aller manger dans un restaurant cachère en France. J'appelle le chômeur, je lui dis je suis Sfarad, même pas que je finis ma phrase, il a déjà compris. Il dit c'est bon, je mets moi-même sur le feu. Tu lui demandes gentiment que lui-même mette sur le feu la chose que tu veux manger. Si c'est une chose qui se mange crue, il n'y a pas de problème. Tu as demandé maintenant une soupe de légumes, d'accord, il y a de l'eau, il y a des carottes, etc. Le sushi, alors, c'est du poisson cru, ça va, c'est du poisson cru, d'accord. Le problème, c'est quand c'est un saumon cuit par un non-juif. Alors ça, c'est la question. Est-ce que le saumon, ça se mange cru, oui ou non? Moi, je dis que oui, parce que depuis que je suis petit, je mange du saumon cru, parce que mon père allait beaucoup en Extrême-Orient. Voilà, c'est très bon. J'ai vu que lorsqu'on a demandé une fois à un rabbin ashkénaze ici, il y a quelques années, il a fait comme ça, du genre, qui mange du poisson cru. Ça dépend, je crois qu'aujourd'hui, on peut autoriser, parce que ça se fait, de manger du poisson. Mais attention, du saumon. Bien qu'au Japon, on mange aussi de la dorade de la crue et du thon cru, c'est délicieux, toutes sortes de poissons crus, tout se mange cru, d'accord. Néanmoins, la coutume a passé en Occident que pour le saumon et que pour le thon, d'accord, pas pour le reste des autres poissons. Donc on ne pourra pas compter si tu veux maintenant une dorade qui est cuite par un non-juif, c'est pas permis. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On demande au chômeur, s'il vous plaît, moi je suis Sfarad, et d'après la Rabbi de Shulchan Aruch, on ne peut pas manger, on ne peut pas compter sur le fait que le feu a été allumé par un juif. Donc mettez s'il vous plaît la viande, les patates, les frites, le poisson, l'omelette, tout ce qui ne se mange pas cru, vous le mettez vous-même sur sur le four, sur le feu, et c'est bon. D'accord? Oui. Pourquoi il n'y a pas le problème du fait qu'ils rajoutent un aliment non cachère pour les aliments crus, qui se mangent crus? Ça, c'est une très bonne question que tu poses. Pourquoi c'est interdit? Tu me dis maintenant, il y a deux raisons qui ont fondé cet interdit. Un, de peur qu'ils mettent un aliment qui est non cachère, de peur qu'on ait aussi se marier avec sa fille. D'accord? Tu me dis, quelle différence il y a si maintenant le non-juif il m'a cuit des carottes ou il m'a cuit des patates? Les carottes c'est permis, les patates c'est interdit. Mais c'est kiff-kiff. Il veut aussi se rapprocher de sa fille, aussi, mais il peut aussi mettre un ingrédient qui est... De là, on comprend que la raison qui est évoquée, c'est une raison qui est superficielle, comme ici le Ben Ishraï, c'est beaucoup plus profond. C'est en fait, lorsque le non-juif va faire un tikkun, il va réparer la nourriture, il va faire passer du statut de non comestible à comestible, et là, ça s'est fait par un non-juif, alors au niveau des raisons profondes pour lesquelles on doit manger, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est la raison plus profonde. Il faut savoir que pour beaucoup d'interdits de Chazal, plus l'interdit il a l'air bizarre, plus d'habitude la raison est profonde. Et on peut les trouver assez rapidement. On a expliqué des fois pour Yom Tov de Galouyot, il y a beaucoup de choses où il y a une raison qui était donnée, elle n'a pas l'air trop actuelle. Si on va plus profondément, on voit qu'il y a des raisons beaucoup plus profondes, mais qui sont du domaine plus kabbalistique, et la Torah n'aime pas parler dans le langage kabbalistique. La Kabbalah, ce sont les secrets de la Torah, on les garde secrets. Et c'est mieux ainsi. Oui. Si le juif il met sur le feu, et après il n'a pas le temps, le goy il remue de temps en temps, ça s'appelle bichoul aussi? Non, ça va. Même si maintenant le non-juif il a mis sur le feu, si jusqu'à un tiers de la cuisson, comment on calcule un tiers? Il faut prendre le temps de la cuisson, on va dire, c'est 6 minutes, tu divises par 3, ça fait 2 minutes. Pendant les 2 premières minutes, le juif est venu, il a donné un petit coup de cuillère, ou il a soulevé, il a comme ça, c'est valable. D'accord? Durant le premier tiers de la cuisson. Maintenant, si c'est le juif qui a mis, et le non-juif vient pendant le premier tiers et fait comme ça ne casse pas. Du moment qu'il y a une partie qui a été cuite par le juif, c'est bon. Mais alors, en France, pour les pizzas, c'est un très gros problème. Alors, les pizzas, c'est différent. Pourquoi? Parce que tout ça ne concerne que les aliments qui sont cuits à l'eau. Là, les pâtes, quand on prend donc de la farine avec de l'eau, qu'on cuit au four, tel que le pain, tel que la pizza, tel que les gâteaux. Vu que le pain est une nourriture nécessaire pour l'être humain, alors Chazal on dit, si tu as le choix entre prendre un pain de juif et un pain de non-juif, tu dois prendre un pain de juif. Mais si tu n'as pas le choix, il n'y a pas de pain de juif. Il n'y a qu'une boulangerie qui est non-juif, mais les ingrédients sont cachers. Si dans 18 minutes autour de l'endroit où tu es, tu n'as pas de pain juif, ou même s'il y en a, il est moins bon que le pain juif, que le pain non-juif, tu peux prendre du pain non-juif, à condition expresse qu'il n'y a que des ingrédients qui soient cachers dedans. D'accord? Donc la pizza fait partie aussi des ingrédients, c'est comme un pain. Donc du moment maintenant, alors c'est quoi un pain juif? Là aussi on a allégé, un pain juif, c'est pas besoin que ce soit le juif qui mette le pain, la pâte dans le four, si le feu a été allumé par un juif, ou même s'il y a un feu qui a été allumé par un non-juif, mais un juif vient, il jette un cure-dent dedans. Il a aidé un peu, il a augmenté le feu, il a jeté un cure-dent, il a mis un petit morceau de bois. J'ai un copain qui était passé les fêtes en Crète, d'accord? Il allait tous les matins à 6h du matin dans la boulangerie là-bas, hop, il jetait une brindille, et comme ça il pouvait manger du bon pain fait au feu de bois, fait par les non-juifs, du moment que je répète, que tous les ingrédients soient cachers. Il faut voir qu'il tamise aussi la farine. Dans la farine, il y a toutes sortes de bestioles
très grave à manger. D'accord? Donc la pizza fait partie du pain. Donc si maintenant un chômeur, Motzei Shabbat, il a allumé le feu, et qu'avec ce feu-là, on a cuisiné la pizza, c'est kasher, mais pizza au thon, c'est un problème. Ah, le thon, on a dit que ça peut se manger. Okay. Pizza avec l'œuf dessus. L'œuf, c'est bichoul goïm, ça va pas. La pizza, ça va. L'œuf, ça va pas. Le fromage, ça va. La tomate, ça va. L'origan, le poivre, le sel, ça va. Tout ça, ça passe. Mais l'œuf, ça passe pas. L'œuf, c'est le bichoul goïm. Donc, il faut prendre pizza sans œuf. Parce que c'est lui qui le casse, c'est pour ça? Non, parce qu'il cuit un œuf. T'as un œuf cuit, là. Ah, et si c'est... Alors, on demande C'est pas une au juif pâte. Tout ce qu'on autorise avec le feu du juif, c'est la pâte. Base de farine et eau. Et si c'est le juif qui casse l'œuf, c'est bon? Pas casser l'œuf. Il doit le mettre ça dans le four. Ou même, il ouvre le four et le referme. Ça fait que maintenant, dans le premier tiers de la cuisson. Ah, il faut dire tout ça, alors. Ouais, bah on le dit. Mais le 10 Ouais. minutes, c'est plus valable maintenant, parce que les transports, les voitures, tout ça, c'est à l'époque, les 18 minutes. 10 minutes en voiture. En voiture. À pied. En voiture. En transport. Ouais. On peut suivre la vie ashkénaze en grande nécessité et Si le balabait, le propriétaire, il est juif et il rentre et il sort de la cuisine. est-ce que Kibbutz Haim, c'est une raison ou pas? Oui. Quand il ouais. Si nos parents nous amènent dans un restaurant ashkénaze, on peut... Je raconte une histoire personnelle. Quand j'étais Baal Shuvah, la première année, voilà, mon père, il veut me prendre au restaurant. Ici à Jérusalem, je dis je vais pas, c'est Bichoul Goïm, Bichoul, restaurant vietnamien, chinois, tu as vu la tête des custos, d'accord, ils ne sont pas très juifs. Je dis niet. Ah, mon père, il connaissait bien le Rav Ovadia Yosef, il va le voir, il va dire, mon fils, il veut pas manger. Alors dis-lui qu'il peut y aller, que j'ai autorisé. Alors, il me dit, mon père me dit, moi, je ne suis pas pensé comme le Rav Ovadia, moi, je suis pensé comme le Rav Ben Sion, pour moi, ça reste interdit. Alors, il interdit le Rav Ovadia, j'étais un peu Baal Shuvah, un peu faux au début. Alors, voilà, donc, en cas pour qui vous avez aime, on peut compter certainement sur la vie de Rav Yosef. Sinon, mais on peut compter sur la vie de Rav Bessam que même Rav Yosef lui dit c'est en situation d'impossibilité. Et nous, à l'époque, on ne comprenait pas l'importance de Kibbout Avem. Bon, notamment Arabim, pardon, nos péchés grands et nombreux. Deuxième problème qu'il y a dans la cache-route française, c'est que pour les Sfaradim, en tout cas les grands poskim, les grands décisionnaires Sfarad de notre époque, depuis le Shulchan Aruch a écrit un endroit dans son livre Bet Yosef, qu'on n'a pas le droit de mélanger du lait et du poisson. Ce n'est pas compréhensible parce qu'il n'y a aucune source à cela. Mais néanmoins, vu que c'est un grand décisionnaire, il a écrit cela, donc nous, on ne mélange pas tout ce qui est lait-poisson. Donc lait, poisson interdit, fromage-poisson interdit, poisson, beurre, marloquet, divergence d'opinion. L'Arba de Yosef, il autorise, l'Arba de Bachaoul interdit. Troisième chose à laquelle il faut faire attention, au niveau de la cache-route de la viande. Quand on égorge l'animal, on va vérifier, l'égorgeur rituel, il met sa main dans la cage thoracique et vérifie s'il n'y a pas de filament, il y a le poumon et il y a la cage thoracique. S'il y a des filaments entre les deux, pour qu'il y ait un trou qui a été cicatrisé, et c'est un problème. Il ne faut pas que le poumon soit troué. Les Ashkenazim autorisent, ils sortent le poumon et après ils vont avec la main, ils font comme ça et ils font fondre ce filament. Et après, ils vérifient comme un pneu, ils remplissent d'air, ils soufflent de l'air dans le poumon, ils le versent, ils le mettent dans un bassin d'eau, comme tout pour un pneu, voir s'il y a une crevaison. S'il y a des petites bulles qui sortent, c'est taref. S'il n'y a aucune bulle qui sort, ça prouve que j'ai réussi à enlever le filament sans qu'il y ait de trou, c'est cachère. Pour nous, c'est taref. Vu qu'il y a un filament, c'est une cicatrice, donc ça prouve qu'il y avait un trou, donc c'est taref. Pour nous, c'est taref, pour Ashkenazim, c'est cachère. Qu'est-ce qu'on peut manger comme hercher, comme cachéri, un produit cachère de viande d'Ashkenazim qu'on s'appelle glatt. Glatt signifie en allemand lisse. En hébreu, chalak. C'est-à-dire qu'ils ont passé la main, c'est lisse. Quand c'est lisse pour Ashkenazim, c'est cachère pour Sfarad. Il y a un niveau qui est plus haut, le chalak bet Yosef. Ça, c'est le top si on peut arriver à en avoir de la viande de ce niveau-là. C'est 3 points sur lesquels il faut faire attention si on veut manger cachère en tant que Sfarad. Oui. Donc les Ashkenazim qui écoutent les lois Ashkenaz, est-ce qu'ils mangent taref Non. En Ashkenaz, il fait le pauvre. Dans tout, ils sont plus marmirim. On leur donnait quelques petits trucs où laisse-leur tranquille, qu'ils ont le droit d'être d'alléger là-dessus. Mais Sfaradim, pour qui tout est plus léger d'habitude, au moins qu'ils sont plus marmirim, qu'ils soient plus marmirim dans la cache-route. Oui. Comment ça se fait que les restaurants, par exemple à Paris, la majorité, ils servent J'ai expliqué. des pizzas, oui, mais ils savent que la majorité, ils sont séfarades. Alors qu'ils connaissent les lois, je pense. Le patron,
Il veut vendre son truc. Il demande maintenant au type qui donne le Hersh à la Théouda. Le Théouda lui dit, d'après tout Ashkenaz, c'est un Hersh Chabad, Frankfurter, 4. Moi, je suis Ashkenaz, qu'est-ce que vous de moi? Je lui donne, ok, voilà. Mais nous, ça. Maintenant, la pizza, il n'y a pas de problème. De quoi tu parles? Le poisson et... Poisson et... Les pâtes au Ouais, four. c'est un problème. C'est un problème. Problème. Est-ce que c'est considéré comme s'ils Ici, en Israël, il y a eu un problème, c'était énorme. Le vin, hein, il y avait un seul Hercher à l'époque. Je parle où vous parlez, il y a 60 ans, d'accord? Un seul Hercher, c'était du Badatz, la Haredit. Kacher, il fallait qu'il douche dessus. Alors, pour les Ashkenazim, s'il y a si un sixième de vin et le reste d'eau, c'est considéré comme du vin. Pour nous, absolument pas. Il faut qu'il y ait... Non. 50, majorité de vin. Un jour, quelqu'un a dévoilé au Rav Yosef, je travaille là-bas dans les vins, je vous dis qu'il n'y a que un sixième, 17% de vin. Et tu allais voir le responsable du Badat, c'était le Rav Jungreis à l'époque, un grand sadique. Alors, pourquoi tous les Sfaradim maintenant qui font leur kidouche sur votre vin, ils font Boré Pragefen, ils font Bracha les Batala. Alors le Rav Jungreis lui a dit, regarde ce qui est marqué sur la bouteille. Hercher du Badat, c'est du Bénin, c'est le tribunal, des communautés ashkénazes de Jérusalem. C'est pour Ashkénazim, c'est marqué. Alors désolé, mais les gens ne savent pas ça. Ils prennent, c'est Badat, c'est super cachère, c'est bon. Ils font Bracha le Batala. Il dit c'est comme ça. Le Rav Yosef est sorti dans une campagne que tous ceux qui boivent de ce vin-là, c'est Bracha le Batala. On l'a mis à un mariage, il faut faire boire après la Geffen. Il a dit, je suis à Kol Bilbao, en plein mariage. Ça fait du bruit, toutes ces choses-là, d'accord? Et il a raison. Heureusement qu'on lui a dévoilé cela. Aujourd'hui, Baruch Hashem, c'était il y a 50 ans. Aujourd'hui, même le Badat, tout ça, ils font tout. Ils écrivent des noms de vin et cachèrent aussi pour nos frères Sfaradim, etc. Mais il y a une tendance comme ça à ignorer les autres coutumes. Je veux dire le contraire moi-même. Moi, quand on pose des questions de halakha, quand j'ai le temps de les vérifier pour l'Ashkenazim de commencer chaque fois, c'est un casse-tête. On pose, vu que la majorité de mon public est Sfarad, et moi je suis Sfarad, quand on pose des questions de halakha, je parle Sarad, quand je donne une réponse Sarad. Des fois, on me dit pour Ashkenaz, mais alors, des fois, je dois aller voir, des fois, j'envoie voir quelqu'un d'autre, d'accord, c'est un peu casse-pied, je dois tout étudier tout le truc pour aller sur Ashkenaz. Alors, je comprends aussi que le rabbinim ashkénazes ne cassent pas la tête, mais c'est vrai que s'ils savent que leur public est les sarades, il ne faut pas qu'ils leur fassent faire d'erreurs. Oui. Excusez-moi, et pour la viande, du coup, imaginons pour Kiboud Avael, si nos parents ils prennent de la viande ashkénaze ou autre, est-ce que nous, quand on est chez nous, on a le droit de manger cette viande? En France, je ne pense pas qu'il y a la vente cachère. Tout est glatte. Tout est glatte. Tu peux y aller les yeux fermés. Mais si c'est pas, imaginons. Pourquoi imaginer alors que c'est pas le cas? Si, dans un cas où c'est vraiment, ce serait de la viande cachère qui n'est pas écrit glatte dessus, il ne faut pas manger. C'est vraiment taref de d'oreille. Mais je ne sais pas, parce que c'est vraiment de d'oreille, c'est grave. C'est grave. Mais ça n'existe pas. Je ne crois pas qu'aujourd'hui, il y a un seul hercher normal qui va cacher les... Et Bédine, sache que la viande Bédine, au niveau de la shrita, c'est excellent. C'est excellent. Le Rabbi Mia Cohen, il m'a dit, c'est lui, il m'a dit, c'est excellent. C'est après, dans les boucheries, qu'est-ce qu'ils en font? La salaison, le machin, etc. Là, il y a des problèmes terribles. D'accord? Mais au niveau de la shrita, c'est excellent. Baruch Adonai, amen, amen.